Si je vous disais qu'il existe des plantes qui valent plus au kilogramme que la viande de qualité supérieure, l'or agricole, voire même la technologie, me croiriez-vous? Car la vérité est qu'elles existent depuis des siècles, mais ceux qui en profitent ne font pas de publicité dans les médias traditionnels. Il ne s'agit pas de petits potagers familiaux destinés à faire des économies au supermarché. Il s'agit de cultures générant des milliards, utilisées par les industries pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires, textiles et énergétiques du monde entier. Des cultures qui alimentent le marché mondial, tandis que la plupart des petits agriculteurs cultivent pour vendre à bas prix à des intermédiaires. La plupart des gens n'entrent jamais dans ce secteur pour une raison simple, personne ne l'enseigne. Les écoles d'agriculture vous apprennent à planter, mais pas à vous enrichir grâce à l'agriculture. Il y a une énorme différence entre les deux. Aujourd'hui, vous découvrirez 8 plantes qui génèrent des fortunes discrètes, cultivées par ceux qui comprennent que l'agriculture ne se résume pas à l'alimentation. C'est un commerce, une industrie, des produits à forte valeur ajoutée, un marché international où la concurrence est féroce. Écoutez bien, devenir millionnaire ici ne se résume pas à planter et attendre. Ce n'est pas le cliché de planter un arbre et de récolter toute sa vie sans rien faire. Ceux qui se sont enrichis sont ceux qui ont investi à grande échelle, avec un contrat signé et une vision industrielle. Ceux qui se sont enrichis sont ceux qui ont compris le marché avant même de semer. La première usine, le chanvre industriel, la matière première stratégique. La première plante n'est pas un aliment. C'est une matière première stratégique que des gouvernements entiers tentent de contrôler. Le chanvre industriel pousse dans des sols pauvres et quasi-arides et est utilisé dans la fabrication de bioplastiques, de textiles techniques, d'isolants thermiques, de cosmétiques, de produits alimentaires, d'aliments pour animaux et même de batteries pour véhicules électriques. Alors que le monde entier parle de transition énergétique, le chanvre s'impose discrètement comme une infrastructure essentielle. Le marché mondial du chanvre génère des milliards en Europe et aux États-Unis. La France, le Canada, l'Allemagne et désormais même la Chine considèrent le chanvre comme une culture nationale stratégique, tout comme ils considéraient le pétrole il y a 50 ans. Quiconque ne comprend pas cela joue avec le feu. Un hectare bien géré peut donner jusqu'à 3 récoltes par an, avec des acheteurs garantis avant même les semis. L'agence française Bio a déjà identifié le chanvre comme l'une des cultures présentant le plus fort potentiel de croissance au cours des 10 prochaines années. Des contrats à long terme ont été signés avec des entreprises de biotechnologie afin de garantir un approvisionnement régulier. Le secret? Vous ne vendez pas de feuilles brutes. Vous vendez des contrats. Vous signez un accord avec une usine textile européenne, une entreprise de bioplastique, un laboratoire de cosmétiques. Ils définissent la qualité, la quantité et les délais. Vous semez. Ils achètent. Vous vous enrichissez. Point final. Pendant ce temps, l'agriculteur qui sème, parce qu'il en a entendu parler, tente de vendre sa production sur le marché au comptant et subit des pertes car elle est entrée sur un marché déjà saturé. La deuxième plante, l'olivier, le patrimoine qui collecte annuellement. La deuxième plante pousse lentement et s'enrichit lentement, mais pour toujours. L'olivret moderne est bien loin de l'image romantique véhiculée par les films italiens. Ce ne sont pas les olivraies anciennes, noueuses et impossibles à mécaniser. L'olivret ultra-intensive est mécanisée, orientée vers l'exportation, avec des variétés sélectionnées qui produisent 40% d'huile d'olive en plus par arbre que les variétés traditionnelles. Une huile d'olive extra vierge de qualité supérieure, bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, AOP, peut se vendre entre 40 et 80 $ le litre. Un hectare bien géré produit entre 2500 et 4000 litres par an. Faites le calcul, 100 hectares produisent entre 250 000 et 400 000 litres. À 50 € le litre, cela représente un revenu annuel de 12 à 20 millions d'euros. Les producteurs qui maîtrisent le marketing de marque, le terroir, caractéristiques uniques du sol et du climat, la certification et l'exportation directe bâtissent un patrimoine familial durable et non un simple revenu éphémère. La Toscane regorge de familles devenues millionnaires grâce à la culture des oliviers. C'est un plan d'investissement patient pour millionnaires. Vous investissez pendant les 3 à 5 premières années. Ensuite, vous percevez des dividendes pendant 30, 40, voire 50 ans. La troisième plante, le safran, l'or rouge en grammes. La troisième plante n'apparaît pas dans les supermarchés. Elle apparaît dans les coffres-forts. Elle apparaît dans les transactions internationales entre les industries du luxe.
Le vrai safran est l'épice la plus chère au monde. 1 kilo peut coûter plus de 30 000 euros. Certains hectares ne produisent que 10 à 15 kilos de safran séché. Savez-vous combien vaut un hectare? Le secret de ce prix exorbitant, c'est que cette épice est légère, extrêmement précieuse et ne nécessite pas de vastes superficies. Une petite plantation bien gérée, axée sur une qualité exceptionnelle, peut produire l'équivalent de plusieurs exploitations agricoles conventionnelles. Et les ventes? Ce ne sont pas les supermarchés qui offrent une réduction de 20%. Ce sont des ventes directes, parfumeries de luxe françaises, fabricants de cosmétiques haut de gamme, restaurants étoilés, industries pharmaceutiques. Ils ne marchandent pas. Ils veulent de la qualité. Ils paient le prix fort. Point final. Les très petits producteurs réalisent des marges qu'aucun autre produit agricole ne propose. Car il ne s'agit pas de volume, mais de valeur au gramme, de pureté et de traçabilité, prouvant que leur safran provient de ce sol précis et possède cette qualité spécifique. L'Iran produit 90% du safran mondial. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont compris il y a des siècles. Pendant ce temps, d'autres pays cultivent du soja et du blé pour des profits dérisoires. La quatrième plante, le bambou, la nouvelle pétrole vert. Le quatrième type de plante est celui pour lequel les fonds d'investissement achètent actuellement des terrains afin de le planter. Le bambou pousse jusqu'à 1 mètre par jour. Il n'est pas nécessaire de le replanter après chaque récolte. Un même plant produit pendant 20 à 30 ans. Il est utilisé dans la construction de matériaux à haute résistance, le mobilier design, les textiles, viscoses de bambou, le charbon de bois, le papier, les panneaux isolants et même l'alimentation animale. Les multinationales n'achètent pas du bambou brut. Elles achètent un approvisionnement continu. Elles signent des contrats de 5 ou 10 ans. Elles définissent les volumes. Vous livrez. Tout le monde s'enrichit. Ceux qui investissent tôt sur ce marché et maîtrisent à la fois la zone de production et l'infrastructure de transformation deviennent de véritables fournisseurs industriels. Ceux qui se contentent de cultiver du bambou brut restent de petits acteurs et deviennent des fournisseurs de matières premières. La Chine domine déjà ce marché. Le Vietnam y fait son entrée. Mais il y a de la place pour de nouveaux acteurs dans d'autres régions. L'Inde investit massivement. L'Amérique latine reste à la traîne. Celui qui arrivera le premier avec une envergure suffisante deviendra le fournisseur régional. La cinquième plante, les plantes médicinales. Le marché qui ne connaît jamais de crise. La cinquième plante alimente un marché qui ne connaît jamais de crise, celui de la santé et du bien-être. Des plantes médicinales comme l'ashwagandha, le ginseng sibérien, le curcuma, la valériane, l'échinacée et la rhodiola approvisionnent les industries pharmaceutiques, nutraceutiques, des compléments alimentaires et même des cosmétiques fonctionnels. Le marché mondial des ingrédients botaniques a dépassé les 50 milliards de dollars. Ce marché se développe même en période de récession. Pourquoi? Parce que les gens réduisent leurs dépenses en voyage, loisirs et autres dépenses non essentielles. Mais ils ne réduisent pas leurs dépenses en médicaments. Ils ne réduisent pas leurs dépenses en compléments alimentaires lorsqu'ils sont malades. Ils continuent de prendre soin de leur santé. L'argent ne provient pas des ventes sur le marché local. Il provient du contrat avec le laboratoire pharmaceutique. Il s'agit d'Herbalife achetant de l'ashwagandha en gros. Il s'agit de BASF achetant de l'extrait de curcuma. Il s'agit du laboratoire suisse achetant du ginseng standardisé à 40% de ginsénoside. Les producteurs qui vendent leurs récoltes à l'industrie négocient le prix au kilogramme de principes actifs et non au kilogramme de feuilles séchées. Cela change complètement la valeur finale. La sixième plante, les plantes aromatiques, quand le parfum devient un patrimoine. La sixième plante transforme le parfum en richesse accumulée. La lavande, la rose de Damas et le jasmin sambac ne sont pas que de jolies fleurs. Ce sont des actifs aromatiques, des huiles essentielles. 1 litre d'huile essentielle pure peut valoir des milliers de dollars. 1 kilo de rose de Damas coûte entre 25 et 50 euros. Mais 1 litre d'huile de rose? Jusqu'à 2500 euros. La France domine ce marché depuis des siècles, et ce n'est pas un hasard. Son secret? Un contrôle qualité rigoureux, une connaissance approfondie des sols et du climat, et une marque forte. Grâce à la capitale mondiale des huiles essentielles, grâce à une réputation bâtie il y a 400 ans et qui continue de générer des profits aujourd'hui. Ici, l'agriculteur qui comprend l'importance du marketing de marque, qui récolte au bon moment
qui transforme soigneusement ses produits et qui vend directement aux industries de la parfumerie de luxe gagne 10 fois plus que l'agriculteur qui ne fait que planter et vendre des fleurs séchées sur le marché. La 7e plante, l'agave, la plante de l'avenir climatique. La 7e plante pousse là où rien d'autre ne pousse. C'est le pari de ceux qui pensent au climat de 2050, pas à celui d'hier. L'agave ne sert pas uniquement à la fabrication de la tequila et du mezcal. On l'utilise également pour ses fibres, sa bioénergie, ses édulcorants naturels, ses produits cosmétiques et même comme matière première pour les bioplastiques. Alors que d'autres producteurs agricoles dépendent d'une irrigation coûteuse, de sols fertiles et de précipitations régulières, l'agave prospère sous la chaleur, en cas de sécheresse extrême et sur des sols pauvres. C'est la plante idéale pour un monde qui se réchauffe et dont le climat est imprévisible. Le marché des fibres d'agave connaît une croissance annuelle de 15% dans certains segments. DuPont et d'autres géants des matériaux étudient l'agave comme alternative aux fibres synthétiques. Ceux qui cultivent l'agave à grande échelle aujourd'hui pourraient contrôler une matière première stratégique dans 10 ans. La 8e plante, noix, pistaches et amandes, agriculture du patrimoine. La 8e plante est l'or silencieux d'une alimentation saine. Les noix, les pistaches et les amandes sont des cultures à forte valeur ajoutée par hectare. Une plantation mature, de 5 à 8 ans, peut générer entre 10 000 et 30 000 euros de revenus annuels par hectare, selon la variété et les pratiques culturales. Une plantation mature génère un revenu annuel constant pendant des décennies. Il ne s'agit pas d'agriculture de subsistance, mais d'agriculture traditionnelle. C'est un héritage, une richesse transmise de grand-père en petit-fils. Ceux qui investissent aujourd'hui, à 35 ans, en récolteront les fruits à 40, 50, 60 et même 70 ans. La plante continue de produire au fil des ans. C'est comme avoir une machine à gagner de l'argent enfoui dans le sol. Devenir millionnaire grâce aux plantes n'est pas une question de romantisme rural. Ce n'est pas un retour à la nature. C'est une question de stratégie, de marché, de timing et d'une compréhension approfondie du fonctionnement de l'économie mondiale des matières premières et des ingrédients de spécialité. Alors que la plupart des petits agriculteurs cultivent pour vendre à bas prix à des intermédiaires qui s'enrichissent, certains cultivent pour résoudre des problèmes industriels. Ils cultivent pour approvisionner les usines. Ils cultivent pour combler les lacunes du marché. Ils cultivent parce qu'ils ont signé un contrat qui leur garantit des profits. Et ces quelques-uns n'apparaissent pas sur YouTube dans des vidéos pornographiques de récolte. Ils n'apparaissent pas dans les émissions de télé-réalité. Ils figurent dans les bilans. Ils figurent dans les registres fonciers. Ils figurent sur la liste des actionnaires des multinationales agricoles. Si vous souhaitez savoir quelles plantes sont les plus adaptées à votre pays, à votre climat et à votre budget, voici l'étape suivante. La recherche, les échanges avec les acheteurs potentiels et l'analyse de marché. Car la richesse agricole ne provient pas de la terre. Elle provient de la bonne décision prise avant les semailles. Elle provient d'une vision. Elle provient du courage de penser différemment, tandis que d'autres cultivent des produits de base.